bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Le biberon français, on en parle bien dans son job, il existe et son fondateur, créateur est avec nous, Cédric Staub. Deux associés d'ailleurs, on peut les appeler deux hommes et un biberon, c'est du Made in France, c'est l'histoire aussi de cadres qui ont créé leur start-up, il va nous raconter son histoire. Le livre de Smart Job, aujourd'hui la négociation au quotidien, l'art des victoires sans vaincu chez Mardaga. Et son auteur sera avec nous, Yves Alifa. C'est un livre extrêmement érudit. On parlera avec lui de la négociation, évidemment, dans ce contexte extrêmement tendu de la crise ukrainienne. Le cercle RH avec les experts de Smart Job. On parlera des premiers contrats d'engagement jeunes. Ça sera le 1er mars prochain, c'est dans quelques jours. Le plein emploi, est-ce que c'est un rêve, une utopie ou une réalité? On fera le point. Et puis on parlera aussi du revenu étudiant proposé par presque tous les candidats à l'élection présidentielle. Mais est-ce que c'est la fin des jobs étudiants? On posera la question à nos experts. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les candidats à la reconversion professionnelle avec une plateforme justement pour leur permettre de découvrir de nouveaux métiers. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans sa puériculture, parce que vous êtes des salariés, femmes et hommes d'ailleurs, mais vous êtes aussi des mères et pères de famille. Donc quand vous rentrez du boulot, vous avez envie d'avoir du matos qui fonctionne, qui est bien, qui est made in France, qui est sain pour votre enfant. Et on en parle justement avec l'un des deux fondateurs de ces sociétés. Je vous appelle deux hommes et un biberon, parce que vous êtes venus avec tous les produits que vous faites. Cédric Staub, merci d'être avec nous. Fondateur du biberon français, Made in France, engagé dans les forces françaises de l'industrie. Également, oui. Engagé aux côtés de Gilles Attaf, évidemment, sur ce et Laurent Moisson, et beaucoup d'autres. Et toute la bande, sur cette bataille aussi de fabriquer ici en France. D'abord, un mot, Cédric, parce que votre histoire est assez intéressante. On va parler de vos produits. C'est une vraie bataille que vous menez. Ils existent, ils sont en vente, précisons-le, mais vous venez d'une très grande entreprise, Philippe Savent, qui faisait des produits bébés. Vous aviez une armada d'experts, vous aviez des dizaines de salariés sous votre responsabilité, puis là vous êtes passé à la version start-up, c'est-à-dire plus light. Comment ça s'est passé cette bascule? Pourquoi ce choix? Après 20 ans d'expérience commerciale et marketing dans différentes entreprises, avec effectivement la dernière expérience chez Philips, avec effectivement en charge de la catégorie santé et bien-être, parce qu'il y avait la puériculture, puis après il y avait toute l'hygiène bucco-dentaire aussi qui s'est rajoutée. On apprend plein de choses. Et puis, il y a un moment ou un autre, à force d'apprendre des choses, on a envie d'être un peu plus autonome, d'en faire davantage. Et un jour, peut-être c'est la crise de la quarantaine, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on a envie de prendre son envol un peu tout seul. Et on décide effectivement de partir peut-être à la recherche du produit qu'on aurait voulu faire justement et qu'on n'a pas pu faire pour plein de raisons économiques liées effectivement à la multinationale. Et vous créez cette toute petite structure, mais tellement importante parce que les parents sont de plus en plus exigeants sur ce qu'ils donnent à leurs enfants à manger, à boire, la qualité des produits qu'ils ont, les problèmes endocriniens, enfin tous ces sujets-là sont sur la table en ce moment. Il y a depuis une dizaine d'années, ou même depuis 2010, la fameuse crise du BPA, effectivement, cette notion de bisphénol A, effectivement, qui est le premier perturbateur endocrinien qui a été identifié en 2010 et qui a permis de retirer du marché l'ensemble des produits en polycarbonate pour les remplacer en polypropylène, qui était considéré évidemment comme beaucoup plus sain. Depuis cette époque-là, le consommateur a eu tendance effectivement à consommer mieux, à consommer plus équitable peut-être également, en tout cas en faisant un peu plus attention aux produits. Voilà. Et après est arrivé, il y a 5 ou 6 ans, le côté désirable sur la puériculture, notamment la grosse puériculture, où quand vous achetez une poussette, c'était plus uniquement pour promener votre enfant, mais pour au contraire... Vous auriez pu faire le choix, en quittant cette grande entreprise, en créant la vôtre, ça c'est une démarche d'entrepreneur, faire le choix de vous dire, moi mon sourcing c'est la Chine, je vais tout faire là-bas, ça coûte pas cher, je vais faire une bonne marge avec un peu de design et de packaging, et puis voilà, c'est pas du tout le choix que vous avez fait. Non, c'est pas le choix que on a fait avec Benjamin, parce que des produits chimiques, il en existe déjà. Il en existe déjà beaucoup, et c'était effectivement l'idée, c'était de proposer un produit qui n'existe pas, et donc d'apporter le meilleur au produit,
à la catégorie bébé. Et donc, évidemment, le choix de la France s'imposait. Il s'impose, mais quand on fait du Made in France, il faut quand même le savoir, on a fait l'émission, et on avait d'ailleurs reçu Gilles Attaf, il y a aujourd'hui en France des industries qui ne produisent pas certains produits dont vous avez besoin. Il faut le dire, c'est-à-dire que la majorité, on va regarder vos biberons et vous allez nous les présenter, mais c'est du 90% Made in France, mais il y a quand même quelques matières qu'on ne fait plus en France. C'est une souffrance d'ailleurs pour vous, ça. C'est une souffrance parce que l'idée, c'est qu'effectivement, dès qu'on parle du textile, ça devient encore plus compliqué. Ah bah oui, c'est clair. Voilà, parce qu'on ne produit pas, ou très très peu d'ailleurs, de coton en France. Là, la chance que l'on a, c'est qu'effectivement, on peut injecter du plastique. On a des usines d'experts en silicone. Le silicone qui est un dérivé, donc d'ailleurs, c'est fait en Haute-Loire. Oyonnax ? Alors, les biberons, effectivement, sont faits à Oyonnax. Vous avez tout à fait raison. Et on utilise effectivement une matière qu'on est les seuls à utiliser. Elle s'appelle comment ? Parce que c'est une valeur forte, ça. Cette matière, c'est le copolyester. Nous sommes les seuls à l'utiliser tout simplement parce qu'elle a une technique d'injection qui est différente du soufflage qui est utilisé dans 100% des impressions de bouteilles, que ce soit des bouteilles d'eau ou des gourdes. On met de l'air et ça fait la forme. Et ça fait la forme avec un moule extérieur, ça vient souffler comme un popcorn en fait. Là, vous avez 2 moules. Voilà. Et donc, effectivement, on va presser la matière entre ces 2 moules. Donc, il faut... Solidité, les aliments ne viennent pas se poser, créer de l'odeur sur le produit. La particularité, effectivement, de cette matière, le copolyester, c'est qu'elle capte ni l'odeur ni la couleur. On a peut-être tous fait l'expérience d'une gourde de sport qui, au bout de 6 mois, est bonne à jeter parce qu'on ne peut plus la récupérer. Et un biberon, c'est pareil. Vous le mettez une fois au lave-vaisselle et c'est mort. Il ressort tout orange, la couleur de la carotte. Là, vous le mettez au lave-vaisselle. 3 ans après, vous le sortez, il est comme neuf. Il n'a pas bougé. Il ne capte ni l'odeur ni la couleur. Tant et si bien qu'on a déjà sorti un opercule qui permet de remplacer la tétine pour transformer le biberon en pot de conservation, pour lui donner une deuxième vie. Il en reste un peu dans l'assiette qui n'ont pas été mangés. On veut récupérer la purée de carottes, paf, on la remet, et c'est le frigo. Et puis, à un moment ou à un autre, l'enfant n'aura plus besoin de biberon. Oui. Donc, on peut effectivement conserver toujours ces récipients en pot de conservation. Et lorsqu'il rentrera en première année de maternelle, il y aura toujours cette côté un petit peu affectif du biberon. Mais tant pis, on aura supprimé la tétine et on l'aura remplacé par un accessoire gourde qui va arriver dans quelques semaines. On va parler de vous et quelque part des créations d'emplois indirects que vous créez, parce que l'entreprise est petite en soi, mais elle fait travailler beaucoup de monde en France. Vous l'avez évalué, calculé, ça, le nombre de personnes qui, à travers vous et à travers votre innovation, travaillent. C'est très nombreux de mettre un chiffre précis sur le nombre de personnes qui vont travailler pour nous ou avec nous, dans la mesure où nos usines ne sont pas en nom propre, mais naturellement, en apportant un courant d'affaires régulier à cette usine de plasturgie à Oyonnax, naturellement, on va préserver ou augmenter le nombre de salariés de l'entreprise. Il en est pareil pour l'usine de Tétine. Et parce qu'elle n'est pas faite à Oyonnax. Non, il faut savoir que d'un point de vue technique et industriel, quand vous fabriquez du plastique, vous ne pouvez pas fabriquer du silicone. On a peur des pollutions croisées, donc on fait à 2 endroits différents. C'est des sites différents. Et c'est la raison pour laquelle on les réunit à un endroit qui est à 5 minutes de l'usine, donc en plus ça on a un bilan carbone qui est au top, pour faire justement cet assemblage. Mais sur l'aspect Made in France, il y avait quoi chez vous et votre associé ? L'idée que c'était une vague porteuse, parce qu'aujourd'hui il y a quand même une prise de conscience des consommateurs, il y avait l'idée que vous vouliez faire quelque chose qui soit centré, qui soit éthique par rapport à vous-même. C'était quoi votre schéma ? J'ai envie de dire, d'une part, il y a la maîtrise. Quand c'est fait à quelques kilomètres de chez vous, vous maîtrisez et donc vous pouvez suivre la production. Et donc la qualité également. Quand on vous fait fabriquer en Chine, vous avez un cahier des charges, tout le monde les signe. On ouvre le container et prestataire du prestataire signe ces mêmes chartes, mais qu'est-ce qui revient à l'arrivée ? Ça, vous n'en savez rien. Là, c'est fabriqué à quelques kilomètres de chez nous. On y est très régulièrement avec Benjamin à l'usine. On contrôle tout. On sait ce qu'on vend. Et on sait ce que le consommateur achète. Ça, c'était la première idée. La deuxième idée, c'est que c'est possible. On peut produire en France. Et on peut produire en France à des coûts un peu supérieur. Mais si la qualité est au rendez-vous, voire nettement supérieure, finalement, tout le monde mettra 2 ou 3 euros pour avoir un produit exceptionnel. Là, vous accélérez parce qu'il y a eu la crise Covid, mais les enfants, il fallait les nourrir, il fallait acheter des biberons quoi qu'il arrive, même si on les achetait sur Internet, donc il a fallu se fournir. Là, vous accélérez pour démultiplier les points de vente. Alors, vous êtes sur des sites très connus, les Galeries Lafayette, le Bon Marché, ça c'est pour Paris, et des sites évidemment en province. Vous accélérez pourquoi ? Parce que il faut gagner en volume, il faut gagner en visibilité. C'est quoi votre stratégie ? Vous allez embaucher ? Alors, ça c'est l'inconvénient de l'industrie, c'est que vous gagnez de l'argent quand vous faites beaucoup de volume. Eh oui. Et donc, pour avoir beaucoup de volume, il faut aller là où les consommateurs font leurs courses. C'est pour ça qu'on démultiplie aujourd'hui, grâce effectivement aux réseaux commerciaux. Vous me demandez au niveau des embauches. J'ai déjà, depuis janvier, embauché 4 agents pour visiter les pharmacies. Et j'en avais déjà 3 précédemment pour le réseau puriculteur. Là, on va certainement, dans les semaines à venir, embaucher une première stagiaire
Donc ça y est, enfin, une première salariée, entre guillemets, stagiaire. Champagne. Et qui va se suivre ensuite en contrat de qualification. Parce que c'est important aussi d'accompagner les jeunes. Elle va faire quoi, votre stagiaire? C'est quoi le contrat de qualif? La communication. La com. La visibilité. La com qu'un cinquantenaire comme nous ne connaît pas. Réseaux sociaux, Insta, TikTok, tous les petits trucs un peu différents. Autant ça, moi, je maîtrise par cœur. Autant le reste, un peu plus compliqué. Donc des influenceurs qui, avec leur bébé, vont pouvoir expliquer que c'est tellement bien. Quand une femme de 25 ans explique à une maman de 25 ans le produit, c'est toujours peut-être plus efficace. Entre la vie d'avant et celle que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes aussi obligé de dépacter, empaqueter, créer le carton, répondre aux factures, faire du téléphone. Vous la regrettez, votre vie d'avant de cadre supérieur chez Philips, ou vous dites j'ai fait le bon choix, c'est vraiment ce que j'aurais dû faire avant d'ailleurs peut-être? Non, parce que je pense que d'abord, il faut jamais avoir de regrets dans tout ce qu'on fait. Donc, il faut toujours aller de l'avant. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas imaginé déjà il y a 5 ans. Parce que c'est effectivement confortable d'avoir tous les mois un joli salaire qui tombe. Ça, c'est vrai. Donc là, il y a effectivement une prise de risque qui est évidente. En même temps, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. J'apprends plein de trucs que je ne faisais pas parce que c'est des experts de l'entreprise qui le faisaient avant. Et puis en même temps, j'ai limité vraiment, je pense, par 10, peut-être par 100, le nombre de PowerPoint. Ouais, c'est ça. Ouais, et ça fait du bien quand même, ça. Et ça fait du bien. Et oui, les fameux PowerPoint où on flippe le dimanche, on les prépare et puis on les refait 20 fois. Voilà. Puis finalement, personne ne les écoute. Ouais, ou alors on en refait un 2 jours après. Ou alors il faut changer. C'est débile. On va passer 4 heures pour changer 2 virgules. 2 virgules. Voilà. Alors, on ne sait jamais, ça peut être vu. Voilà. Oui, vous avez raison. Là, on est dans le concret. Cédric, je ne voudrais pas qu'on se quitte avant que vous nous montriez, parce que vous faites aussi avec le Made in France, il y a l'idée de travailler en réseau, d'appuyer. Là, c'est une entreprise française qui crée de l'emploi et qui fait des brosses. Exactement. J'ai profité effectivement de notre rencontre, parce que c'est la brosserie française, c'est la dernière brosserie qui existe en France, qui a 2 produits pour les enfants, un peigne et une brosse en hêtre et poil de chèvre en soie. Et effectivement, je les accompagne dessus. Donc, on va sortir dans les semaines à venir un produit qu'on va co-brander pour que là où je suis fort, chez les puériculteurs, en pharmacie, on puisse effectivement proposer ce produit-là avec les 2 marques associées. C'est aussi ça le Made in France, c'est le réseau. Cédric Staub, vraiment ravi de vous avoir rencontré avec vos biberons, avec votre associé Benjamin. Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil. Qui doit vous regarder. Longue vie à tous ces biberons, puis à tous les bébés qui vont biberonner ces super biberons, avec en plus une tétine anti-colique. Ça, c'est important de le dire. Alors, pour les parents. Alors, toutes nos tétines sont anti-coliques et anti-collapsables. J'ai vu, je m'y connais en puériculture. Merci Cédric d'être venu nous rendre visite. Le livre de Smart Job, c'est tout de suite. Et vous allez voir, il fait écho avec l'actualité évidemment ukrainienne. C'est tout de suite. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, un livre et son auteur, évidemment, la négociation au quotidien, l'art des victoires sans vaincu. Voilà, c'est de la négociation douce. Ce livre est sorti chez Mardaga et son auteur est avec nous, Yves Alifa. Bonjour. Bonjour. Je suis très très heureux de vous accueillir. C'est un livre, probablement à votre image d'ailleurs, d'une très grande érudition, parce qu'on s'attend à un livre sur la négo, on a des négociateurs du RAID, du GIGN qui donnent des trucs. Vous appuyez sur Balzac et Flaubert, Madame Bovary, c'est tout à fait incroyable. Mais d'abord, j'avais une question à vous poser, parce que on est aujourd'hui dans une situation de tension, pour ne pas dire de guerre, avec les Russes, l'Ukraine, et on se souvient de cette négociation et de cette table de 3 mètres entre le président français et Vladimir Poutine. Et forcément, avec votre regard, vous avez une analyse, une perception. Vous le rangez dans quelle catégorie, Vladimir Poutine, si on devait le ranger dans la catégorie des négociateurs? Et d'ailleurs, est-il un négociateur? Certains évoquent l'idée qu'il n'en soit pas un, d'ailleurs. Comment vous le regardez, cet homme, dans sa manière d'appréhender la négociation? Alors, dans la vie quotidienne, puisque je fais référence au titre, il y a 3 moments où les gens se rencontrent. Le moment des rapports de force, le moment du droit, très connu des familles qui se dissolvent dans des divorces, et les moments des rapports de force. Alors, rapport de force, droit et négociation. Et négociation. Que vous distinguez du rapport de force. Ça, c'est intéressant. C'est pareillement. Quand on négocie, c'est qu'on pense satisfaire ses intérêts. Par exemple, pour Poutine, préserver la puissance de la Fédération de Russie dans son histoire longue. Par la négociation, ça n'a jamais été, de mon point de vue, sa préoccupation. Donc ce n'est pas un négociateur? Ce n'est pas un négociateur. Vous le rangez dans la catégorie 1 du rapport de force? Exactement. D'accord. Exactement. Avec la notion du droit qui est secondaire par rapport au rapport de force. Si on fait un parallèle rapide avec les rapports entre industriels et de biens de grande consommation
et la grande distribution, puisque je fais un rapport peut-être osé entre ce qui se passe en ce moment dans les négociations actuelles. On est dedans, hein. Voilà, exactement. On en parle peu, mais c'est là, hein. Exactement. Dans le cadre d'une loi qui s'appelle la loi Egalim, nous avons aussi ce triptyque, le droit, les intérêts et les rapports de force. Ça, c'est évidemment un pensum et un outil très utile, j'allais dire, pour les sous-traitants de la grande distrib qui régulièrement et chaque année se font visser de 10%, 2% et ne savent pas se positionner. Ça, c'est passionnant. Donc, Poutine n'est pas un négociateur, pour fermer la parenthèse, parce qu'on est dans un climat, faut-il le dire, quand même très particulier. C'est un tacticien prédateur. Alors ça, vous utilisez le mot prédateur. Et vous l'utilisez d'ailleurs pour incarner, puisque rentrons dans votre livre, cette scène amoureuse dans Madame Bovary, où vous évoquez celui qui va la séduire avec différentes tactiques, et vous dites il est dans une attitude de prédateur. Prédateur, c'est quoi? Parce que prédateur, dans la nature, c'est le lion ou c'est le guépard qui va manger l'antilope. Voilà. Alors, il y a une différence entre, effectivement, la négociation à gain mutuel et la négociation classique. Quelle est la différence? Dans la négociation classique, qu'est-ce qui se passe? Je vais rencontrer et négocier avec vous pour satisfaire mes intérêts sans tenir compte des vôtres. On est d'accord. Et je vais utiliser ce qu'on appelle l'art de la tactique pour mieux vous rouler. Donc c'est de la manipulation. Mieux vous contourner, pour mieux vous manipuler. Voilà. Vous n'êtes pas là-dessus. Vous dites il faut qu'on soit gagnant-gagnant. Alors, dans la négociation, il y a une autre boîte à outils qu'on appelle la tactique respectueuse de l'autre. Il y a toute une boîte à outils de tacticiens responsables. Alors, avant de rentrer un tout petit peu dans le détail du début du livre, parce que j'ai commencé à faire votre questionnaire en page 11, suis-je un fin négociateur? Et je vais le finir. Je me suis laissé dire quand même que, évidemment, vous n'aviez pas passé toute votre vie à observer la négociation ou à la faire, et que vous aviez eu d'autres aventures d'économiste, et que vous avez dirigé, je crois, une école de commerce. Et ce livre, j'allais dire, parce que vous avez écrit plusieurs autres ouvrages, mais celui-ci est le fruit d'une prise de tâche. Enfin, ils vous ont séquestré, les étudiants? Alors, dans ma vie, donc, comme vous le disiez, j'ai été économiste, donc fier, sûr de moi, ayant des certitudes absolues, arrogant donc et méprisant. Quand je suis devenu directeur... Ça, c'est fait. Voilà, ça, c'est fait. Quand je suis devenu directeur d'école de commerce, là, j'étais en position d'autorité sur mon équipe pédagogique, avec mes étudiants, et bien évidemment, je ne négociais pas. Je ne dirais pas que j'étais un petit Poutine, mais je vais vous livrer un secret que vous ne diffuserez pas. Mais évidemment, on va le couper. C'est que bien après, mes étudiants m'ont annoncé quel était mon surnom. Vous savez, nous avons tous un surnom. C'est vrai. Tous les managers ont un surnom. Bien sûr. Qu'ils ne savent ou qu'ils ne savent pas. On m'appelait Pol Pot. Alors, Pol Pot, c'est le cran au-dessus de Poutine, j'allais dire. C'est peut-être le cran au-dessus de Poutine, c'est ça. Puisque, voilà. C'est alors, sanguinaire, enfin, Pol Pot. Exactement, exactement. Donc, je me suis interrogé là-dessus. Comment ai-je pu être traité de Pol Pot? Donc, effectivement, je connaissais beaucoup de choses, et j'avais beaucoup de certitudes. Et j'ai appris, grâce à mes séquestrations que j'ai vécues, que la responsabilité était mienne et qu'il fallait que je m'interroge sur mon rapport aux autres et la qualité de la relation que je pouvais développer avec les autres. Donc ce livre qui est à la fois très érudit, se bâtissant sur des extraits de la littérature traditionnelle et classique Balzac, Flaubert, puis des éléments extrêmement pratiques, très concrets, sur des situations de vie, un interlocuteur qui ne répond pas, ou un interlocuteur qui veut prendre le dessus sur vous. Il y a quand même un élément important, c'est à quel moment on sait qu'on est dans la bonne négociation, parce qu'on ne sait jamais en face à qui on a affaire, ce qui est d'ailleurs toute l'angoisse de la négociation. Comment on sait? Comment on sait qu'on est entré dans une négociation saine et vertueuse? D'abord, il faut être préparé. Et pour être préparé, il faut savoir ce qu'on veut. Et ensuite... L'objectif, donc. Il faut avoir un objectif. Ses intérêts, ses lignes rouges. Qu'est-ce que je ne peux pas accepter? Qu'est-ce que je veux obtenir? C'est plus que l'objectif. L'objectif étant une solution, là, je parle des intérêts. Quel est mon problème à résoudre? Et qu'est-ce que je ne peux pas accepter? Qu'est-ce que je ne veux pas accepter? Ça, c'est la première étape, la préparation. Ensuite, quand je rentre dans la négociation, il va bien falloir que je cadre la négociation et que je dise à l'autre, voilà, aujourd'hui, pourquoi je suis là et à quelles conditions je voudrais m'entendre avec vous. Et c'est là, qu'arrive, je termine juste. Allez-y. Et c'est là qu'arrive un moment très important de la préparation que j'ai omis, c'est l'analyse du rapport de force préalable. Donc il faut anticiper. Je le teste. Ouais. Donc il faut anticiper et je teste dès le départ si l'autre
est dans un état d'esprit de conciliation ou dans un état d'esprit de rapport de force. C'est ça. S'il est rangé tout de suite dans la case Poutine-Pol Pot, ou si c'est quelqu'un qui est ouvert, dit-on, à la négociation. À la fin du livre, je l'évoque, mais je laisse les lecteurs le découvrir. Il y a le test au départ, puis à la fin, il y a les éléments pratiques, parce que ça nous est tous arrivé d'avoir quelqu'un qui vous fuit, quelqu'un qui veut vous dominer, quelqu'un qui ne vous répond pas, qui est une tactique d'ailleurs assez traditionnelle dans la négo, puisqu'on garde le silence et donc on déstabilise l'interlocuteur. Mais là, à la page 36, parlait de Balzac. Il relève entre autres des types dominants de sa société, les catégories suivantes: les corrupteurs, les corrompus, les cormorans et les loups cerviers. Et j'ai le sentiment que vous vous réappropriez ces catégories. C'est quoi ces différentes catégories ? Alors, ce qui est extraordinaire chez Balzac et dans toute la littérature française pratiquement, voire internationale, c'est que les types de tacticiens prédateurs auxquels fait référence Balzac existent toujours aujourd'hui. Oui. Et quand on se trouve face à ces tacticiens prédateurs, ces loups cerviers dont parle Balzac, la première étape, c'est de les reconnaître. Or, quand je vous vois, je vois votre visage, déjà, je pense que vous n'en êtes pas un. Bon, maintenant, j'ai eu un peu peur quand même. Maintenant, j'en suis pas absolument pas certain. Donc, je vais vérifier avec quelques petites questions. Et vous verrez un peu plus loin dans le bouquin que si on peut résumer mon bouquin en une seule phrase, c'est que l'art de poser des questions. Donc ça, c'est Socrate. Il faut trouver la bonne question pour voir comment l'autre va... Faire se découvrir l'autre, c'est l'art de poser des questions qui vont me faire vérifier si l'autre est un prédateur potentiel, un loup cervier, un cormoran ou quelqu'un qui légitimement vient défendre ses intérêts en cherchant une solution partagée. Yves Alissa, j'invite tous ceux qui nous regardent à se jeter sur votre livre, parce que ce n'est pas qu'un livre technique, c'est aussi un livre où je vous dis on mêle la littérature, si vous aimez la littérature. Vous ne m'avez pas répondu avant de nous quitter. Ils vous ont libéré à un moment donné, les étudiants qui vous avaient séquestrés ou pas ? Vous avez négocié ou pas ? Les 3 séquestrations que j'ai vécues, 3 ? L'une avec mes étudiants, l'autre avec mon équipe pédagogique et la 3e avec les parents des étudiants. La plus difficile, c'était les parents des étudiants qui ne pouvaient pas accepter, qui ne pouvaient pas accepter que leurs enfants que j'avais virés de l'école étaient mauvais. Et on retrouve ici la grande difficulté qu'on a de négocier avec quelqu'un qui se sent humilié. Exact. Et je crois que Poutine vit le même sentiment qu'Hitler vivait dans les années 30, un sentiment d'humiliation. Je partage le sentiment de l'humiliation des Russes qui ont envie en permanence d'être dans une position d'offensive et de revanche. Donc ne jamais humilier quelqu'un en négociation. C'est ce que dit Woody Allen. Quand on croise un cadre qui descend l'escalier, il faut toujours penser à lui dire bonjour, parce qu'un jour il remonte l'escalier et nous-mêmes on le descend, donc il faut toujours faire attention évidemment à ça. C'est un très beau livre qui est un peu le fruit finalement de votre parcours, de votre vie et de votre remise en question profonde de ce que vous avez pu être à des instants de votre vie. Yves Alissa, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. La négociation au quotidien, l'art des victoires sans vaincu, donc sans humiliation. Ça, c'est un sujet. Édition Mardaga. Voilà pour le livre de Smart Job cette semaine. On fait une courte pause et on va s'intéresser à l'actualité avec nos experts. Elle est riche. Au-delà de l'actualité ukrainienne, évidemment, vous l'aurez compris, le contrat engagement jeune, la question du plein emploi, est-ce qu'on est entré en plein emploi ? C'est une vraie question. Et puis on s'intéressera aussi aux jobs d'étudiants qui peuvent peut-être disparaître, en tout cas si on l'entend à travers la voix de nos candidats à l'élection présidentielle. Voilà le programme. On fait une pause et on retrouve nos experts juste après. Le cercle RH avec nos experts, les experts de Smart Job, c'est toutes les semaines, chaque vendredi, pour balayer l'actualité. Alors, un mot évidemment, et je vous présente mes invités, parce que l'actualité est autour des questions internationales et des enjeux économiques. Évidemment, Jean-Michel Garrigue est avec moi, directeur associé en charge des ressources humaines de BLB Associés. Bonjour Jean-Michel. Stéphane Marchand est à vos côtés, rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho, avec la couve en exclusivité, on est très heureux, la couve de Pour l'Écho, économiste contre politique, qui va gagner le match. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet. D'ailleurs, on le verra dans la troisième partie d'émission où les candidats font des propositions un peu orthogonales qui sont un peu troublantes. Et puis avec nous, André Coupé, le retour. Ravi de vous accueillir. Consultant en stratégie d'entreprise. Vous êtes vice-président d'entreprise et progrès et l'auteur d'un livre très remarqué que vous nous aviez donné. Rappelez-nous le titre. Vers une entreprise progressiste. Exactement, avec des exemples très concrets d'entreprises qui sont parties canadiennes et françaises. Canadiennes et françaises avec la raison d'être et un engagement environnemental. Un mot chacun rapide
Cette crise ukrainienne, qui n'est plus une crise, puisque le président Macron hier a parlé d'une guerre que livrait Vladimir Poutine à l'Ukraine, inquiétante. Jean-Michel Garrigue, vous avez contact avec beaucoup de décideurs, de chefs d'entreprise du CAC 40. Il y a une fébrilité à l'idée que nous entrions aussi dans la guerre alors que nous n'y sommes pas encore. Je déjeunais ce midi avec le DRH d'un grand groupe coté, d'un très grand groupe coté, et qui me disait on pensait enfin être sorti des vicissitudes économiques liées à la pandémie, et tout de suite, même si le niveau de gravité n'est pas forcément le même, évidemment, tout de suite, il faut se préoccuper à nouveau des incidences économiques d'un conflit qui fait que l'économie ne peut pas s'écrouler à l'Est, comme on l'a vu, le rouble qui perd 15%, les monnaies, les bourses en détresse, etc. Et puis à l'inverse, des bourses ici, qui sont toujours florissantes, un prix de l'essence au plus haut, etc. Ça crée encore davantage une bulle qui, forcément, à un moment donné, risque d'exploser. Vous en pensez quoi, Stéphane Marchand? Je ne sais pas si c'est la couve que vous imaginez pour avril, mais ces incidences internationales, cette guerre qui est à notre porte, qui est en Europe, du jamais vu depuis 1945, est-ce que ça suscite chez vous une réflexion éditoriale de vous dire il faut qu'on réussisse aussi à en parler d'une certaine manière? Alors ces jours-ci, on a beaucoup parlé sur le site internet de Pour l'écho de la tension entre la Russie et l'Ukraine. Notamment, par exemple, on a fait un article assez long sur le blé. La Russie est un géant du blé. Elle est devenue un géant du blé en 15 ans, après avoir été complètement ruinée sur le plan agricole. Et l'Ukraine est un autre géant du blé. On peut imaginer ce que feraient deux géants du blé très alignés à la manière dont ils pourraient peser sur le marché mondial de l'alimentation. Les Russes ont la main sur Chicago. Enfin, ils ont la main sur le marché de Chicago, le marché du blé. Et puis, évidemment, il y a le pétrole, il y a le gaz. Et puis, pour ce qui me concerne personnellement, j'avoue que ma première réaction aujourd'hui, c'est de me dire... Stéphane, tu as été naïf, en fait. Moi, je ne m'attendais pas à une attaque complète, radicale, aussi violente, qui va amener l'armée russe aux frontières de l'Union européenne. Et en Europe. Donc, je pense immédiatement aux gens, à mes équivalents dans les pays de l'Est, qui doivent être dans un état de tension et d'inquiétude 1000 fois comme celui que l'on ressent à Paris. Je trouve qu'on a été collectivement naïf, effectivement, avec les manœuvres militaires aux frontières qui devaient se dissiper assez rapidement. André Coupé, parce qu'il y a le Québec, évidemment, le Québec et la France, c'est vos pays de cœur, votre pays. Comment vous le regardez? Comment vous regardez cette situation? Est-ce que ça déstabilise notre économie, outre-Atlantique d'ailleurs? Oui, ça va déstabiliser, mais pour le moment, il n'y avait jusqu'à ce matin qu'une inquiétude citoyenne, je dirais. Qui est que va-t-il arriver dans ce monde? Est-ce qu'on refait comme la guerre des Balkans? Moi, personnellement, je disais, on ne peut pas imaginer en 95 ce qu'on a vécu. Sarajevo. Et là, 25 ans après, on recommence une autre fois, après 45. On pensait que c'était terminé. Mais voilà. Ouais, donc, c'est une inquiétude citoyenne. On n'a pas encore vu des entreprises inquiètes dans mes amis d'entreprise et progrès. C'est trop tôt. Probablement, c'est trop tôt. Mais des membres comme la BNP ou très engagés d'ailleurs, Orange, qui vont certainement réfléchir. La France est un gros investisseur en Russie. Le deuxième investisseur, je me suis laissé dire. Oui. Et par conséquent, énormément d'entreprises françaises vont probablement être très impactées. Oui. Évidemment, et l'Allemagne aussi est inquiète parce que l'Allemagne fait un gros business avec l'Ukraine et avec la Russie. Et puis l'arrêt du projet du gazoduc. Qui était pourtant un projet essentiel pour l'Allemagne. Essentiel pour qu'ils arrêtent le charbon. Voilà. Et ils ont arrêté le nucléaire. Ils arrêtent le charbon, ils reposaient tous leurs espoirs sur le gazoduc. C'est eux-mêmes qui ont décidé, par mesure de représailles, d'arrêter Mais ils se tirent une balle dans le pied. Plus que dans le pied. Oui, d'ailleurs, il est possible que sur cette question-là, ils reviennent sur cette décision, puisque c'est très engageant. Premier thème, c'est l'emploi. Et en même temps, c'est très lié finalement avec le début de débat que l'on a. On va écouter Elisabeth Borne. Elle était sur notre plateau il y a quelques semaines. La question lui était posée de savoir si on était déjà entré dans le plein emploi, parce qu'au-delà de ces bruits de bottes en Europe, les chiffres et la baisse du chômage est nette et claire. Le chômage baisse régulièrement. Écoutez ce qu'elle nous disait sur la notion de plein emploi, et j'aimerais vous entendre juste après. L'objectif pour vous, Madame la Ministre, c'est quoi? C'est le plein emploi? Parce qu'on en parle beaucoup. Le Monde a titré il y a 15 jours cette question sur le plein emploi. C'était possible? Est-ce que ça vous semble possible dans le délai qu'il nous reste avant le premier tour de l'élection présidentielle? Peut-être pas dans les mois qui viennent, vous voyez, mais je pense qu'on ne peut pas non plus être dans un pays... Vous êtes sur le chemin? Je pense qu'il faut se donner l'objectif du plein emploi. Je ne vois pas pourquoi la France se satisferait de ne pas avoir vaincu le chômage de masse alors que d'autres autour de nous le font. Je pense qu'on peut se dire que dans cette crise, on a rebondi
d'une façon qu'on n'imaginait pas. On a montré qu'on était capable de protéger nos entreprises, de protéger nos emplois, d'avoir une des croissances les plus fortes de la zone euro. Du jamais vu. On veut continuer à avoir une croissance riche en emplois et on doit se donner l'objectif de permettre à chacun d'accéder à l'emploi. 5% et demi de demandeurs d'emploi, c'est ça l'objectif final? C'est compliqué à évaluer en France, mais vous voyez, on a des départements qui sont à ces niveaux-là et je pense que c'est l'objectif qu'on doit avoir sur tout. Vendée, Mayenne, Côte d'Or, Côte d'Or, et quelques autres. Les Savoie, les 2 départements de Savoie. Ça, c'est votre objectif. Je pense qu'effectivement, permettre à chacun d'accéder à l'autonomie par le travail, ça me semble fondamental. Stéphane Marchand, je me tourne vers vous parce que votre couve, elle renvoie aussi à ce débat, les politiques contre les économistes ou les économistes contre les politiques. C'est une question qu'on est en mesure et en droit de se poser, là, dans ce contexte présidentiel, parce que ce serait un levier même politique si d'aventure Emmanuel Macron se déclarait. On va vers le plein emploi ou pas? On y est déjà? C'est quoi exactement? Alors, le plein emploi, c'est quand même un peu un slogan. C'est-à-dire que, de même que le taux de chômage est un taux que l'on brandit politiquement constamment, c'est vrai que le taux de chômage baisse en France. On est très loin du plein emploi. On est très très loin d'avoir vaincu le chômage de masse. Si on commence non pas à s'occuper du taux d'emploi qui est en rapport avec la population active, mais du taux de chômage qui est en rapport avec la population active, mais qu'on s'occupe du taux d'emploi qui est en rapport avec la population en âge de travailler, il n'est pas très très bon. Non. Surtout dans 2 catégories très victimes dans notre système, les jeunes et les seniors. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il reste à peu près 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. 5,8... Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a 6 millions de chômeurs, pas du tout. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a d'un côté un taux de chômage qui s'améliore, de l'autre, on a une énorme poche de gens qui ne trouvent pas de travail et énormément d'entreprises qui essayent à recruter et qui n'arrivent pas à recruter. Donc j'en viens à ma conclusion. Le problème de la France qui n'est absolument pas réglé et qui n'est même pas commencé d'être réglé, c'est le problème des compétences. On a un épouvantable problème de compétences. Et la compétence, ça n'est pas uniquement l'éducation. Vous avez à tous les niveaux d'éducation, pour les éducations faibles comme pour les éducations de très haut niveau, un gros problème de compétences. Le classement SIAC de l'OCDE est à cet égard d'une sévérité épouvantable. Même nos CEO, même nos PDG manque de compétences. Quand on les teste, quand on les benchmark, ils sont plus faibles. Les compétences, ce sont des savoir-faire transférables. C'est pas uniquement intellectuellement de savoir... André Coupet, ok, slogan, parce que c'est vrai que c'est des slogans aussi de campagne présidentielle. On va atteindre le plein emploi. Il y a, évidemment, chacun fait de la politique. Mais sur cette question-là de la compétence et de l'emploi, on est loin du plein emploi, avec 5,8 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. On a des problèmes de fond structurels, parce que, félicitons-nous de la conjoncture qui est positive, parce qu'on est en sortie de crise Covid. Espérons que ça dure, je m'autorise à revenir... 7% de croissance, c'est bien normal qu'il y ait une ponction sur le chômage. Tout à fait logique. Mais je veux dire, si on retombe à 2 ou à 1% de croissance, je veux dire, là, on va oublier l'aspect conjoncturel et on va retrouver nos problèmes structurels. Donc, chez Entreprises et Programmes, on faisait justement ce point sur les compétences, l'offre et la demande de compétences, mais on a d'autres problèmes structurels fondamentaux. Je veux dire, le digital et l'intelligence artificielle vont continuer de produire leurs effets sur un certain nombre d'emplois. La bipolarisation des emplois va se poursuivre avec de moins en moins d'emplois dans le secteur industriel, mais de plus en plus sophistiqués, robotisés, etc., très payants, avec d'un côté, à l'autre bout de l'échelle, par contre, beaucoup d'emplois de services. Mal rémunérés qui s'occupent de la logistique à bicyclette ou qui vont s'occuper des EHPAD. On a ça. Et après, toute la révolution, la transition écologique ne va pas forcément bien se faire. Je veux dire, il ne faut pas croire que en changeant d'énergie que dans l'électrique, par exemple, fabriquer des voitures électriques, ça prend beaucoup moins de monde qu'utiliser des voitures fabriquées par... Je suis d'accord parce qu'on ne l'entend pas souvent ça. C'est vrai que les chaînes de montage Renault, on va transférer une partie de ses salariés, et de nouveau d'ailleurs sur les chaînes du Nord, puisque les usines sont en construction, il y aura moins de salariés sur les sites de fabrication, on est d'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre de collaborateurs qu'il faut replacer, recycler, reventiler. Par ailleurs, Stellantis offre 4 000 € de prime, vous avez vu, après ses résultats excellents, 4 000 € de prime à l'ensemble des salariés. Enfin, c'est quand même... Actuellement, ça crée... On a une pression actuellement
pour donner un peu aux salariés qui sont défavorisés par le fait qu'ils n'ont pas eu de croissance de pouvoir d'achat significative. On a 1,6% sur la durée du quinquennat. Et une inflation de 8. Avec aux extrémités, les plus favorables ont eu plus, etc. C'est très faible. Donc on parle de répartition de revenus avec cette histoire de dividendes. On a douché le concept de plein emploi. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel Garrigue, sur... Parce que, encore une fois, je vous ramène à vos activités, à votre cœur de métier. C'est des décideurs, c'est des RH que vous rencontrez. Ils témoignent de cette difficulté à trouver, c'est pas le mouton à 5 pattes, mais à trouver le collaborateur qui ait les compétences. Parce que c'est ce qu'on entend des décideurs. Que ce soit en PME, ils vous disent, j'ai essayé de recruter des soudeurs, mais il n'a pas la compétence. J'ai essayé de recruter une comptable, mais elle n'avait pas les logiciels. Enfin, et pour l'ensemble des métiers. Vous savez, au royaume des aveugles, les borgnes sont toujours rois. Il y a un écart absolument structurel qui se creuse de plus en plus entre ce que l'on entend et ce que l'on voit. Les entreprises sont en pleine croissance. Stellantis a fait, j'ai entendu 18 milliards de résultats, d'excellents résultats, ce qui est quand même absolument considérable. À peine un an après la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Ils n'imaginaient pas, enfin même eux n'avaient pas imaginé ça. Donc ça va très bien. D'un autre côté, le pouvoir d'achat des plus faibles est en déliquescence totale. En venant ici tout à l'heure, je passais près d'une station-service où je voyais que l'essence dépassait les 2 € le litre. À Paris, c'est plus de 2 €. Dans la quasi-totalité des carburants proposés, ce qui va poser des difficultés de plus en plus importantes aux ménages qui n'ont en région, qui ont des petits salaires, qui ont un pouvoir d'achat qui se calcule euro après euro. Et je ne parle pas du gaz qui risque cette fois-ci de reprendre encore 20% après la crise ukrainienne. Donc, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur le marché de l'emploi. Bien entendu, sur les cadres, le taux d'emploi est important, ça c'est tout à fait sûr. Mais de notre côté, il y a des dizaines de métiers dans lesquels les entreprises... Le DRH avec lequel je déjeunais à midi d'un groupe de 85 000 collaborateurs me disait, j'ai des milliers d'emplois que je n'arrive pas à pourvoir, ne serait-ce qu'en conducteur de camion pour livrer les produits du groupe. Rien qu'en France, il me manque 250 conducteurs. Vous n'avez peut-être pas l'explication, mais certains évoquent, puisque les négociations sont en cours dans les transports, des conditions de travail difficiles, des salaires trop bas, et des salariés qui, et on le voit, c'est l'évolution, réclament un équilibre vie privée, vie perso. Et c'est vrai que les transporteurs, c'est un métier, on est sur la route, on bosse le week-end, enfin, c'est difficile ça quand même. Sans parler de la grande démission, il me disait ce midi que des chauffeurs chez lui, puisqu'on parle de ce métier-là, disaient, mais pour ce que je gagne... Franchement, j'ai quelques économies, je démissionne, je n'ai pas d'autre travail, soyons clairs. Je vais passer un peu de temps à réfléchir ce que j'ai envie de faire. Profitez de moi aussi un peu. Profitez de moi, etc. Voilà. Et démissionne, ne cherchant même pas à provoquer un conflit. Parce que le marché est très porteur, d'ailleurs. Enfin, ils se disent, après tout, ils pourront retrouver... Oui, mais le marché de la rémunération d'un conducteur de poids lourd est à peu près le même, je pense, quelles que soient les activités. À peu près, Il pourra peut-être retrouver 200 ou 250 € de plus par mois dans une autre entreprise. Mais voilà, on en est là. Les entreprises sont de plus en plus désarmées devant cette différence de plus en plus marquée entre l'offre et la demande. Alors, contrat engagement jeune, parce que le temps file très vite et vous êtes passionnant, donc j'aimerais pas qu'on néglige ce sujet. Vous voyez le fil rouge de l'émission, puisqu'on parle d'emploi et de plein emploi, mais au même moment, 1er mars, ça sera les premières signatures des premières centaines de contrats d'engagement jeunes. Alors, il y a eu un débat politique, c'est un RSA. C'est 15 à 20 heures de formation par semaine, Pôle emploi, mission locale, et on va chercher les plus éloignés de l'emploi, les NEET, pour leur remettre le pied à l'étrier sur cette formation qui pourra durer jusqu'à 8 mois, pour les réinsérer sur des formations concrètes. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane ? Ça arrive trop tard, parce que l'initiative en soi, elle n'est pas inintéressante, c'est-à-dire aller chercher plus de 400 000 jeunes, puisque l'objectif c'est 400 000, mais ça peut être plus, d'aller chercher ces jeunes qui tiennent les murs, comme on dit, c'est pas mal, non ? Alors, moi je trouve que pour une décision de cette nature, pour un système de cette nature, se poser la question de l'efficacité et de pas très bon goût. Il ne s'agit pas de savoir si c'est efficace, c'est un devoir. Ces jeunes sont complètement à l'écart du système, ils sont à l'écart des radars, ils sont nulle part.
nulle part. Il s'agit de les remettre sur la route avant de savoir si sur cette route, ils pourront faire quelque chose. C'est une autre affaire, ça. Ça sera un autre service. Déjà, aller sur la route, Mais il faut qu'ils se retrouvent sur la route. Et par conséquent, peu importe que ce soit efficace, il faut qu'ils se retrouvent sur la route. Ensuite, se retrouver sur la route, ça veut dire acquérir, et on revient à la question des compétences de base, mais pas des compétences professionnelles de base. Les soft skills, des compétences de sociabilité de base. Oui. Le fait tout simplement de se lever à l'heure, c'est un enjeu, hein. Il y a une obligation d'interagir avec des personnes différentes, de prendre son téléphone, voilà, et ça donc moi je suis très pour ce système. Vous en pensez quoi, André Coupet ? Moi, je pense que tout le défi de ce programme, qui est absolument bien défini, designé, je dirais vraiment, la démarche est magnifique. Mais tout repose sur le coach. Voilà, la personne de Pôle emploi ou de la mission locale et des associations qui sont autour. Locale, est-ce qu'il va vraiment agir comme un bon maître ? Là, au sens maître, qui va lui dire, écoute, va te raser aujourd'hui, tu ne peux pas te présenter. Et qui est l'autorité pour le faire d'ailleurs, qui est la légitimité. Un défi formidable de formation auprès de ces coachs. Jean-Michel, je vous renvoie toujours dans le même espace, parce que vous rencontrez alors, à travers vos déjeuners, à travers vos activités, mais il y a un enjeu quand même pour les entreprises, parce que la réussite, c'est le coach, celui qui va maintenir 15-20 heures par semaine un jeune qui depuis des années ne va plus en classe. Puis il va falloir aussi que les entreprises enclenchent l'idée qu'elles doivent accepter des profils différents. Parce que c'est pas facile pour une entreprise, ça, d'accepter des jeunes qui viennent des quartiers, des jeunes qui ont parfois le langage qui va pas bien, mais qui peuvent avoir le potentiel. Vous voyez très bien ma question. Tout à fait. C'est difficile, ça. L'entreprise est aujourd'hui dans une situation assez caricaturale. On lui fait jouer un rôle qui n'est pas le sien. L'entreprise est le seul corps social constitué qui reste debout aujourd'hui. L'entreprise remplit le rôle de l'éducation, de la famille, de l'église, de l'armée, d'absolument tout. Et donc moi je connais et pourquoi pas des DRH. Non, je ne suis pas contre, mais André Coupet, je sais que c'est un sujet chez lui, ça. Il fut un temps pas si lointain où un jeune, je prends le cas d'un jeune puisqu'on en parle, suivait une formation, arrivait avec un bagage minimum à la fois de civilité et de compétences, on l'embauchait, même pour des métiers totalement opérationnel, totalement de base. Et puis après, il y avait de la formation interne. Enfin, il était dans le tuyau. Il apprenait sur le tas, comme on dit. Mais aujourd'hui, on apprend, comme vous l'avez très justement dit, on apprend simplement déjà aux jeunes à vivre, à être, à se présenter. Il y a un petit problème quand même. C'est quand même utile de s'y intéresser à ce sujet quand même, malgré tout. Alors, ceux qui ont fait un travail extraordinaire depuis de nombreuses années avant l'entreprise, ce sont par exemple les armées, qui embauchaient des milliers de jeunes chaque année, avec juste pour objectif, en 3 ans, Dixit des DRH de l'armée, au bout de 3 ans, de leur apprendre à dire bonjour, merci, d'être bien habillé, d'être à l'heure, d'avoir juste un peu de sociabilisation que ne donnent plus les autres corps constitués, puisqu'ils n'existent pas. André Coupet, Céline Marchand, répondez, oui. Je fais un peu Jean-Pierre Elkabbach, mais d'accord ou pas d'accord ? L'entreprise, elle peut aller jusque-là aussi, elle a aussi cette mission. Elle peut absolument, c'est à elle de faire ses choix. Moi, je ne dis pas que l'entreprise doit tout faire, mais l'entreprise doit avoir une orientation, une raison d'être en faveur de la société, de la communauté dans laquelle elle vit. Qu'elle choisisse ses combats dans la communauté. Elle ne peut pas s'occuper de tous les problèmes de la communauté. Mais ça peut faire partie, celui-là, de s'occuper des jeunes qui sont délinquants ou qui sont... Il y en a qui le font. Keep Stadium, par exemple, qui était une filiale de Decathlon, s'est installé dans des quartiers défavorisés et a fait du boulot incroyable avec tous ces jeunes qui venaient de père en fils, je disais, qui étaient chômeurs. Mais André, je m'autorise, économiste contre politique, là on est sur un débat de entreprise et politique ou service public. Oui. Certains disent, attendez, c'est au service public, c'est à nos impôts de prendre en charge ces jeunes. Pourquoi ça serait à l'entreprise d'apprendre à un gamin à se lever le matin et de faire son lit ? Enfin, ce sujet, il est posé quand même. Oui, mais en France, je trouve que les entreprises en France ont tendance à considérer qu'il faut qu'elles achètent des employés formés un peu sur étagère, et puis ils peuvent servir tout de suite. Moi, j'adore citer cet exemple de Goldman Sachs, qui a recruté un philosophe qui avait travaillé sur Kant pendant 5 ans, qui ne savait rien de la finance, mais qui a expliqué au cours de 17 entretiens successifs comment sa méthodologie pour travailler sur Kant. À la fin, Goldman Sachs lui a dit, eh bien écoutez, votre méthodologie nous intéresse, pour la finance, on verra, la formation sera toute simple. Eh bien, nous, en France, on n'est pas, les entreprises ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Et sans vouloir du tout attaquer mon voisin, je me demande si ce lieu d'innovation que devrait être
la direction des ressources humaines joue toujours suffisamment ce rôle. C'est-à-dire la capacité d'être ouvert. Une révolution dans l'embauche. Les fragilités, il faut regarder les clientèles fragiles à l'intérieur d'une entreprise. Même si on n'en a pas besoin dans l'entreprise, mais il faut peut-être qu'une personne apprenne l'anglais, parce que le jour où on n'a plus besoin de la caissière, on va devoir la remercier. Il faudra qu'elle se trouve un travail, peut-être qu'on va lui demander de savoir l'anglais. Et la langue lui sera utile pour le rebond. Voilà. Ça, c'est vrai. Donc la fragilité de la communauté, il faut la regarder puis faire des choix dedans. Un mot chacun, même plusieurs, mais il nous reste peu de temps. C'est un micro-débat. Vous savez, les candidats ont été challengés par le MEDEF, par l'Institut de l'entreprise. Et à l'occasion de ce grand oral, où chaque candidat a joué le jeu, il a été évoqué l'idée qu'on puisse attribuer une allocation à ces étudiants, à ces jeunes. Alors déjà, la polémique est montée parce que certains ont dit mais c'est la fin des jobs, les jobs étudiants, puisque si ces étudiants ont une allocation pour étudier, ils ne vont pas avoir envie d'aller faire les petits jobs. Et donc, ces jobs d'étudiants rendent de fières chandelles à des entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bonne ou mauvaise ? C'est toujours cette idée d'aider financièrement. Alors, il y a eu plein de mots. Chaque candidat a son... Moi, je dirige un magazine qui est tourné vers les jeunes. Donc, je suis un obsédé de l'éducation et de la formation. Il faut que les jeunes puissent être éduqués, apprendre à ce moment crucial qui est 17-22 ans dans le calme. Par conséquent, tout moyen qui leur simplifiera la vie est bienvenu pour étudier. Donc ça veut dire l'allocation ou un revenu de soutien. Voilà, au-delà de la lutte contre les inégalités, qui est un autre sujet qui mériterait d'être abordé, moi je trouve que c'est vraiment un moment où il faut qu'ils soient au calme. Étudiants salariés, c'est compliqué. Le Danemark et la Norvège le font, et tout en ayant des règles de travail pour les étudiants. Moi, je pense que même si les étudiants avaient un bon chèque là, de 500-600 euros par mois, ça peine à peine le loyer, d'ailleurs, quand on voit les chambres de bonne à Paris. Non, il faut aller en chercher. Mais les étudiants vont continuer de travailler parce qu'ils veulent être autonomes. C'est un désir énorme. J'ai pas besoin. Mais l'un n'empêchant pas l'autre. Ce que j'entends bien, c'est que l'un n'empêchant pas l'autre. Et deux, l'étudiant veut continuer de travailler pour valoriser son expérience auprès du futur employé. C'est une ligne sur le CV en plus pour dire, regardez... Travailler chez Big Mac, pour les McDo, c'est bon. Vous pensez que c'est bien sur le CV, ça ? Ah oui, non, absolument. Je le dis sans aucune... Non, c'est bon. Sans arrière-pensée. C'est dur de travailler chez McDo. Oui, c'est dur. Oui, c'est vrai. Vous en pensez quoi ? Parce qu'il y a des boîtes qui disent « Oui, tout ça c'est bien beau, cette aide aux étudiants, mais nous, on utilise un énorme volume de main-d'œuvre d'étudiants. » C'est typiquement un texte dont la règle est très lapidaire et les exceptions innombrables. C'est-à-dire qu'en fait, le revenu maximum, je crois que c'est 500 euros par mois ou quelque chose comme ça. Il y a plein de déductions. C'est en fonction du niveau de vie de la famille, des revenus annexes, etc. C'est vrai. Un étudiant ne peut pas, du moins dans ce que j'ai lu, et je suis désolé si je fais une erreur, mais ne peut pas cumuler ce revenu avec un revenu de travail. 500 euros, devra choisir. Comme vous le dites très justement, quelqu'un qui veut travailler, même dans un McDo ou dans quelque autre restauration rapide, pour donner un exemple, plus. Il gagnera plus. Évidemment. Donc, ça concernera de toute façon... Donc c'est une fausse bonne idée. Assez réduit. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça ne va pas finalement concerner ceux qui ne travaillent pas parce que soit ils ne trouvent pas de travail, soit ils ne veulent pas travailler. Et qu'au lieu de remplacer une partie des revenus d'activité des étudiants qui se donnent à fond pour essayer de gagner un peu d'argent... Vont attendre. Ça ne va pas... profiter à d'autres qui ont décidé de ne pas travailler ou qui ne peuvent pas travailler. Générant une forme d'assistanat ou de... C'est la question qu'on peut se poser. C'est toujours le risque. C'est évidemment ça. Merci à vous, messieurs, de nous avoir éclairés à travers vos analyses croisées. Merci à Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge des RH chez BLB. C'était un vrai plaisir. Merci à Stéphane Marchand. On va revoir la couverture de votre magazine, couverture rouge. C'est le rouge. C'est la guerre entre les économistes contre les politiques avec un S. Qui va gagner le match ? D'ailleurs, vous résolvez le problème dans le magazine ? C'est-à-dire, on se penche sur la question de savoir quelle est l'influence des économistes sur les programmes politiques des candidats. C'est ça. Et de savoir s'ils sont exploités par les candidats ou est-ce qu'ils convainquent les candidats. Il y a un vrai débat en ce moment sur le taux de TVA, de la TVA, sur la TVA. Enfin, je pense à Valérie Pécresse en particulier. Merci à André Coupé, consultant en stratégie d'entreprise et vice-président d'entreprise et progrès. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Justement, on va rester sur le thème de notre débat, sur la reconversion, sur l'idée de découvrir de nouveaux métiers. Comment faire ? On en parle.
Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On parle de découvrir des métiers. Alors on reste évidemment dans les thèmes et le thème du débat, faire découvrir des métiers à des jeunes parce que parfois on ne connaît pas ces métiers en visio grâce à une plateforme et on en parle avec Karine Selnik. Bonjour Karine. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous étiez venue au tout début de notre émission Smart Job, me semble-t-il. Ouais. Vous êtes CEO et fondatrice de Test un métier. Alors vous l'avez créé en 2016. À l'époque, il n'y avait pas cette plateforme. Non. À quel moment vous décidez de créer cette plateforme? Alors vous allez me dire, parce que le Covid est arrivé, qu'on ne pouvait plus bouger, exactement. Et que j'ai créé cette plateforme. Exactement. Non, Test un métier, c'est effectivement une société que j'ai créée en 2016, avec comme parti pris que c'est pas simple de changer de travail. Alors on n'est pas forcément sur les jeunes, nous. Hein. C'est une deuxième partie de voie. Qui manque des éléments pour lever les a priori et faire découvrir les métiers autrement, de rajouter un peu plus d'humain pour permettre aux gens de finalement se rassurer et oser changer. J'étais infirmière, je renverse la table comme beaucoup d'infirmiers et de soignants et on cherche un métier. On va sur la plateforme. Alors, ce qu'on a fait en 2016, c'est-à-dire de pouvoir tester des métiers, des immersions, et vous avez raison, le Covid a bousculé un peu les choses, et donc on est parti sur de la visio. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus tester en vrai, en immersion de métier, mais on peut échanger avec un professionnel qui fait ce métier. Donc, il y a une liste, j'imagine, un sourcing par rapport au métier que l'on cherche, que vous avez sourcé, bien sûr. C'est la valeur ajoutée de la plateforme. Et puis, je vais tomber sur Guy, qui est puériculteur ou qui est pépiniériste, parce que je veux partir dans ce métier. Et il va tout me raconter. Voilà. Live, il nous montre des choses ou il est vraiment... Et derrière son ordinateur, donc dans cette plateforme, on a sourcé des milliers d'experts sur tous les métiers. Donc les métiers qui recrutent, bâtiment, transport, service à la personne, numérique, qui sont disponibles pour échanger en visio. Donc effectivement, vous allez sur la plateforme, vous avez envie de rencontrer Jean-Paul, Jean-Jacques qui font le métier que vous avez envie de faire. Et donc là, vous pouvez prendre rendez-vous avec eux. Une fois que le rendez-vous est positionné, vous recevez un lien visio pour vous connecter en même temps. Facile. Et ensuite, vous faites votre entretien. Pour les candidats, pour ceux qui sont à la recherche, certains sont encore dans leur métier et commencent à fureter pour voir ailleurs. C'est vraiment libre, c'est-à-dire que ceux qui s'expriment ne dépendent ni d'une marque, ni d'une fédération professionnelle. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas sponsorisés par Nike. Vous comprenez ma question? Alors, il faut qu'ils aient l'impression que la personne en face leur dit tout sur leur métier. Alors, les experts métiers sont recrutés pour présenter les métiers. Donc vraiment, leur job, c'est de présenter leur métier sans pour autant essayer de vendre quelque chose. Donc il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt pour les experts, c'est de valoriser leur marque employeur, de faire connaître les métiers. On est bien sur les métiers en tension. Et donc là, on a fait des partenariats avec des fédérations, des associations, des DRH qui recrutent pour qu'ils puissent faire mieux connaître ou connaître différemment leur métier. Prenons un exemple, Karine, le transport, sur lequel il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de salariés qui quittent ce secteur et puis d'autres qui hésitent à y rentrer. Ouais. On rencontre qui quand je veux devenir chauffeur routier, je veux faire du long courrier, des longs voyages? J'ai qui en face? J'ai un chauffeur ou j'ai quelqu'un qui est d'une fédération? Vous pouvez avoir les deux. En fait, pour le transport, on a fait des partenariats avec tous les acteurs du marché. Donc l'AFT, par exemple, la Fédération du transport, nous a mis à disposition leurs conseillers. Donc ce n'est pas des gens qui font, ils ne sont pas chauffeurs lourds ou super lourds, mais ils savent très bien en parler et connaissent bien le marché de l'emploi. Et après, on a fait des partenariats avec des DRH d'entreprises du transport. Transdev, Jeffco, Steph, Airbus, qui ont mis à disposition des vrais ambassadeurs, donc des personnes qui font le métier, pour valoriser leur marque, donner envie d'aller vers ces métiers et éventuellement, pourquoi pas, recruter. Vous, dans votre entreprise, parce que c'est une entreprise, vous rémunérez comment ça marche le business? Excellente question. Excellente donc question. En fait, on n'est pas... accessible par l'ensemble des personnes, il faut y être invité par son conseiller en évolution professionnelle. Ah. En fait, cette plateforme, elle est dans les mains des conseillers Pôle emploi, APEC, Right Management, donc conseillers d'outplacement. Ça passe par eux, automatiquement. C'est eux, et c'est important pour nous parce qu'on vient professionnaliser cette étape de l'accompagnement. Donc, toute l'étape d'accompagnement à la reconversion, elle est plutôt bien structurée. Mais la partie se confronter à la réalité du marché, il manque un peu de réseau et de structure. Et c'est pour ça que nos clients sont les cabinets, les centres de bilan de compétences. Et ce sont ces centres-là qui vont inviter leurs bénéficiaires. D'accord, ça veut dire que la personne
parce qu'elle est passée à la mission locale, à Pôle emploi, enfin dans tous les... va avoir un accès à votre site. Et l'étape, ça c'est l'étape amont, et l'étape aval, c'est qu'une fois qu'elle a découvert quelque chose, elle va ensuite être accompagnée par un cabinet. On est d'accord ? Elle est toujours accompagnée par son cabinet, puisque pour y être invité sur Visiométier, il faut avoir un cabinet, il faut avoir un conseiller. Un conseiller Pôle emploi, par exemple. Un conseiller Pôle emploi, APEC, Right Management. Donc tous les conseillers Pôle emploi de toute la France. Ah ouais, là, parce que vous êtes dans des zones test. Peut-être que grâce à vous, on le sera. Donc pour l'instant, vous êtes où ? Vous êtes situé où ? Sur Pôle emploi, on est en Île-de-France. D'accord. Et après, sur toute l'Île-de-France. Sur toute l'Île-de-France. Et après, sur un des départements. En fait, on est en train de faire des expérimentations département par département. Après, sur les cabinets d'outplacement, c'est eux qui décident combien de licences ils octroient au cabinet. Pour celui de Randstad, tous les conseillers sont équipés. C'est encore, voilà. Et ensuite, on a 300 conseillers de centres de bilan de compétences qui, eux, sont équipés. Et donc, faut choisir. En fait, sur notre site, on référence les cabinets qui sont équipés de Visiométier. D'accord. Et concrètement, en termes de flux, le flux sur la plateforme, c'est quoi ? Alors, la semaine dernière, on avait fait 400 rendez-vous. Donc déjà, c'est une plateforme qu'on a démarrée avant l'été chez Pôle emploi et qu'on a vraiment commencé à déployer. Donc il y a 400 professionnels ou représentants d'une profession qui ont eu en face. Alors les profils des gens qui sont en face, des 400, vous devez, j'imagine, avoir un peu la palette. Ils cherchent quoi ? Ils veulent aller où ? C'est quoi les secteurs où ils ont envie ? Statistiquement, 27% des demandes qui ont été faites, c'est sur des métiers RH. Puisqu'on vient compter et on donne cette information au conseiller sur qu'est-ce qui s'est passé sur cette plateforme, quels métiers ont été testés et quels métiers RH, formation, recrutement. Donc ils veulent partir dans ces domaines. Bien-être. Ouais, d'accord. Exactement. Ça, c'est les secteurs. Et après, il y a des métiers particuliers. Je n'ai pas un métier en particulier parce que où il y a des gens qui sont très très focus sur un métier, ils vont rencontrer 3 experts. Donc là, ils savent ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas de doute. Ou alors il y en a qui vont faire 15 métiers, 15 rencontres avec des métiers très très différents. Mais ce que vous dites est intéressant parce que c'est les secteurs RH. Là, vous dites formation, management, RH. Pourquoi ça attire tout d'un coup ces personnes qui souhaitent tester ou changer de vie d'ailleurs? Je peux pas. Il y a une attractivité. On n'a pas forcément. On fait des enquêtes sur nos utilisateurs, mais comme on a à la fois parfois des salariés qui sortent d'un plan de départ volontaire, qui sont accompagnés par un cabinet d'outplacement, on a parfois des gens très éloignés de l'emploi via Pôle emploi, oui, etc. On a toutes sortes de profils, mais on est plutôt sur les secondes parties de vie. Donc on n'est pas sur les 15-30, on est plutôt sur les 30 et plus. Oui, c'est ça, parce que j'évoquais tout à l'heure le contrat d'engagement jeune. Exactement. Sur des jeunes très éloignés, mais qui ne savent pas, comme beaucoup d'ailleurs à 17 ans où ils veulent aller. Ça, c'est pas votre cible. Non, c'est pas notre cible. Et il y a d'autres acteurs qui sont... Pourquoi c'est pas notre cible? C'est que les experts qui sont présents sur cette plateforme, ils sont prêts à recruter immédiatement. On sait que, et on l'a vu dans le transport. Donc ça peut matcher tout de suite. Et l'idée, c'est pas si ça matche tout de suite, mais par exemple, vous avez besoin de recrutement. Une grande banque récemment nous a fait cette demande de valoriser un parcours, parce qu'ils sont prêts à payer la formation, payer le salaire pendant la formation, tellement ils ont du mal à recruter. Et donc, ils ont envie de mettre des ambassadeurs pour présenter ces métiers-là. Teste un métier créé par Karine Selnik, qui est la CEO, la fondatrice, avec cette plateforme bien utile. Allez donc sur le site, mais vous ne pourrez pas accéder directement aux compétences des gens des métiers. Il faut passer par des cabinets de recrutement ou votre conseiller Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi. J'ai tout dit. Merci Karine Selnik d'être venue nous rendre visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Merci à notre réalisateur. Merci à Saïd pour le son. Merci à Alice Pitavi à la réalisation que j'oubliais. Merci à Fanny Griesmer que je n'oublie pas. Et merci à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous. Bonne semaine, bon week-end. Et puis on se retrouve évidemment lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye.